Salut à toutes et à tous, c'est Cavalier sans tête. Aujourd'hui, on se retrouve pour ma quatrième chronique de Sans tête et sans reproche. Et on va parler aujourd'hui de Fantasia. Et de sa reprise quelques dizaines d'années plus tard, Fantasia 2000. Je vous rappelle que je traite les films en ordre chronologique, mais je traite l'œuvre entière. Voilà. Tout simplement parce qu'il y a souvent des liaisons entre le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième, le 10e volet. Il y a des liaisons entre eux. Et je pense que c'est beaucoup plus agréable d'avoir les deux à la suite plutôt qu'en avoir un 6 mois après l'autre et devoir revenir regarder la première chronique. Je trouve ça un petit peu dommage. Donc, ce sont des antagonies. Donc, c'est des films composés de plusieurs reprises de chansons classiques. Il faut savoir qu'à la base, il y a eu deux projets pour ce film, tout simplement. Le premier projet de Disney, c'était de faire découvrir la musique classique aux enfants. Voilà, Walt Disney était un fan de musique classique. Et il trouvait dommage que, tout simplement, les enfants ne puissent pas connaître en fait cette musique. Du coup, il a réalisé ce Disney exprès pour que les enfants puissent devenir plus proches de ces musiques un petit peu perdues en fait. Et le deuxième projet de ce film était de créer, mais ça c'est monumental ce qu'il voulait faire, c'est de créer un film évolutif qui évoluerait avec les années. Ça veut dire qu'il y aurait eu Fantasia, puis un autre Fantasia 10 ans plus tard, puis un autre 20 ans plus tard. Et en fait, à chaque fois, il y aurait des reprises de la version passée, mais en rajoutant en fait des séquences représentatives des années qui sont passées entre-temps, entre les deux films. Et ce projet a malheureusement été abandonné. Et pourtant, ça aurait été énorme, parce que ça aurait dire que chaque personne qui a regardé ce film, n'aurait jamais vu le même film. Et ça, je trouve ça, l'idée magnifique. Et pourquoi ça a été abandonné? Tout simplement parce que Fantasia, premier du nom, a fait un flop. Donc il est tombé pendant la guerre. Il a eu le même problème que Pinocchio. Mais même après ses rediffusions, ça a réussi à sauver le film, mais rien de bien flagrant. Et Fantasia 2000 a eu la même chose. Pourtant, lui, c'était pas en période de guerre, mais ça n'a pas marché. C'est des films très poussés au niveau de l'artistique, effets sonores, musique, visuel. Et du coup, il va beaucoup chercher dans les sensations déjà. Et je pense que le public n'a pas capté en fait ça, et je trouve ça très très dommage. Le premier dure 2 heures. Il est très long. Il faut pas se mentir, c'est des chefs-d'œuvre, c'est de l'art, mais le premier est vraiment trop long, c'est dommage. Il y a des scènes, notamment la dernière par exemple, j'y reviendrai, qui sont poussées à longueur, et c'est très très dommage. Fantasia 2000 est plus court. En fait, ça traduit peut-être la mentalité des années 2000. Cette rapidité apportée par le nouveau siècle qui approche. Et, et pour le coup, il y a certaines séquences qu'on pourrait reprocher de trop courtes. Voilà. Donc, Fantasia premier du nom est composé de 8 séquences. Donc, je m'excuse déjà avant de dire les noms. Je m'excuse pour la prononciation, que ce soit au niveau des noms des séquences ou au niveau des auteurs, compositeurs, des musiques, des séquences. Ça va être très compliqué pour moi. Il y a des noms russes, il y a des noms allemands, et même au niveau de l'anglais, j'ai déjà du mal en français. Donc avec les autres, ça va être très très compliqué. Donc la première séquence, c'est Toccata et Fugue en ré mineur. Après, c'est le ballet de Casse-Noisette, l'apprenti sorcier, le sacre de Père Étang, la symphonie pastorale, la danse des heures, une nuit sur le mont Chauve et Ave Maria. La cinquième, pour Fantasia 2000, c'est la 5e symphonie, l'épée de Rome, Rhapsody in Blue, concerto pour piano numéro 2 opus 102, le carnaval des animaux final, l'apprenti sorcier, Pomp and Circumstance manche numéro 1, 2, 3 et 4, et l'oiseau de feu. Donc on va tout de suite commencer par faire une récapitulatif, une petite analyse de chaque séquence avant que je vous fasse mon petit mot final sur l'ensemble de l'œuvre. Donc on commence avec la première séquence de Fantasia premier du nom. Donc elle illustre la toccata et fugue à ré mineur de Jean-Sébastien Bach. Alors, ils se sont pas emmerdés pour le nom, ils ont repris le même nom que la chanson en fait classique qu'on peut attendre dans cette séquence. Et l'animation consiste en des dessins animés abstraits mélangeant ciel et figures géométriques, inspirés du travail de l'artiste abstrait allemand Oskar Winchinger. Il faut savoir
que cette scène a une puissance magnifique. Elle est pénétrante, la musique est constante, elle est limite en train de vous étouffer, mais dans le bon sens du terme en fait. Elle montre la puissance qu'il peut y avoir en fait dans la musique classique, et c'est juste à tomber. Il faut malheureusement savoir que comme c'est de l'art abstrait, ben, on peut voir un petit peu ce qu'on veut ou on peut ne rien voir. Et du coup ça n'a pas plu au public, voilà tout simplement. Moi, vu que c'est une scène qui joue énormément sur les sensations et sur l'imagination, je suis assez réceptif à cette scène et je la trouve splendide, mais beaucoup de gens, et d'ailleurs vous allez me dire sûrement dans les commentaires si vous l'appréciez ou pas, mais si vous l'appréciez pas, il y a de fortes chances que ce soit parce que vous n'arrivez pas à vous imprégner en fait de cette musique, à rentrer dedans, et c'est notamment par le fait que l'image est très très spéciale, voilà, il n'y a pas d'image, on peut y voir ce qu'on veut, et c'est assez particulier. Après on a le ballet de Casse-Noisette, donc là, franchement, ils ont fait un grand chef-d'œuvre visuel. Donc, ça illustre différentes parties du ballet Casse-Noisette de Piotr Ilitch Tchaïkovski. Désolé pour la prononciation, mais c'est un nom russe. Oh mon dieu, vous allez m'assassiner dans les commentaires, mais j'en suis fortement désolé, je me suis excusé auparavant, je fais de mon mieux. Et donc, c'est l'évocation des 4 saisons. Donc, au début, on commence avec la danse de la fée, ou encore la danse des elfes, voilà, ça a différents noms. Et elle est très portée sur les couleurs automne, les couleurs du givre, donc en fait on dirait vraiment le début de l'année, vous voyez, sortie de l'hiver en fait, dans les sous-bois. Et c'est vraiment très très agréable comme scène. Après, cette scène est malheureusement un peu longue, encore une fois, mais visuellement elle est très appréciable, donc ça va encore. La petite scène qui suit rebooste un petit peu la vitesse de la séquence. Et c'est en fait une scène très très burlesque. C'est la danse chinoise. Où on voit un petit champignon. Un tout petit champignon. Qui essaie de se faire respecter par les gros champignons. Bien sûr il n'y arrive pas. Il se donne une chorégraphie à mourir de rire. Et en fait c'est un petit clin d'œil aux travailleurs chinois. Voilà donc on reconnaît le chapeau chinois. Qui forme le chapeau des champignons. Et la scène est agréable et rebooste un petit peu niveau vitesse cette séquence. Après on a la danse des miritos, donc c'est des fleurs qui tombent dans l'eau. La séquence est très agréable visuellement. Par contre celle-là est vraiment longue pour le coup. Ça a beau être agréable visuellement, elle est vraiment assez longue. On a la danse arabe avec le ballet des poissons, qui sont la reprise du poisson qu'on a dans Pinocchio, de Cléo. Et c'est les mêmes traits. Vous regardez les poissons, ce sont les mêmes. Mais ça donne une scène, pareil, toujours assez longue. Je pense que le mot long va revenir assez souvent. Mais c'est vraiment compensé, en fait, cette longueur est rattrapée, compensée, vous dites ce que vous voulez, par l'aspect visuel et sonore qui est à tomber, quoi. Franchement, c'est très plaisant en fait. Si jamais vraiment, il faut vraiment le voir comme une œuvre artistique, comme quand on va voir dans un musée en fait. Et ça passe très très bien, mais je pense que les gens ont été le voir comme un film. Et c'est à ce moment-là qu'on est déçu, forcément. On a la danse russe après, et elle, franchement, là on arrive avec les muscles, j'allais dire, avec les chardons cosaques et les orchidées à paysannes russes. Mais c'est à mourir de rire quand la scène est bien faite. Et franchement, ça amène de la puissance. En fait, on voit bien, ça traduit bien en fait les danses russes qui sont assez puissantes. En fait, c'est très très physique. Et la musique va très bien avec. Il y a une espèce d'emballement de la musique et franchement, nickel. Et il y a la valse des fleurs. Et on retombe dans l'hiver. On retombe dans une séquence longue, visuelle. Voilà, mais c'est long. Voilà, on voit les flocons de neige qui tombent doucement, c'est long. Franchement, c'est très très dommage, cette séquence est trop longue. Et c'est ce qui est le plus reproché à ce film. Voilà, Fantasia 1, premier du nom, on lui reproche la longueur. Fantasia 2000, on lui reproche qu'il n'est pas assez long. Et voilà, du coup, ils n'ont pas réussi en fait à trouver le juste milieu qui plaise au public. Et c'est pour ça que ces films ont été des petits échecs. Et c'est très dommage. D'ailleurs, en parlant de petits échecs, il faut savoir que il y avait prévu Fantasia 3. Fantasia 2006. Mais, donc les séquences ont été faites, mais le projet a été arrêté parce que Disney a eu plusieurs échecs commerciaux au niveau de ces petits courts-métrages d'animation 2D.
Et du coup, le public, enfin, il a voulu reconquérir le public pour pas perdre, continuer à perdre de l'argent. Il a abandonné le projet de ce troisième Fantasia. Nous avons après l'apprenti sorcier qui est franchement la scène la plus épique qu'on peut avoir dans les Fantasia. C'est celle qu'on se rappelle le plus, notamment c'est la seule qui se répète dans les deux. Ils avaient prévu d'en répéter plusieurs, finalement il n'y a que elle qui se répète. C'est la scène la plus plaisante. Donc en fait ça utilise le scénario du poète Der Zomberlenwang, écrit en 1797 par Goethe et pardon. Et la musique de l'apprenti sorcier de Paul Dukas. Souvent, ils reprennent les titres des musiques en fait pour que les séquences s'appellent comme les musiques pour que les enfants puissent plus facilement en fait accrocher. Parce que le but c'est qu'ils se mettent à aimer la musique classique. Donc, cette scène est très appréciée parce qu'on voit Mickey Mouse, on voit notre petite souris, notre petit emblème. Et c'est vraiment, je pense, qui va faire que la scène est très très connue. Il apprête le chapeau de son maître sorcier. Et il essaye d'abaler les balais. Il va devoir se battre contre eux et c'est à mourir de rire. Ça fait une scène très burlesque. Et cette musique est reprise dans de nombreux films de magie. Où justement il y a de nombreux magiciens qui, à un mouvement de main, se mettent à faire bouger les balais. Et c'est repris dans Merlin l'Enchanteur, L'Apprenti Sorcier, le film. Et d'autres films que je n'ai pas en tête, mais cette musique est reprise plusieurs fois en fait au moment où ils se mettent à balayer les balais. Voilà, cette musique est vraiment une emblème en fait. Dès qu'on voit un balai bouger, on passe directement à ce moment-là. Il faut savoir aussi que les créateurs ont fait un petit clin d'œil à leur patron, à son insu. Jan Sid, qui est la figure paternelle, la figure de violence, qui va venir botter le cul à notre pauvre Mickey. Ben en fait, ils ont repris les traits de Walt Disney, et que ce soit des traits physiques ou dans son caractère. Et d'ailleurs, il y a un truc qui est plutôt pas mal, c'est que Jan Sid, donc Y-E-N-S-I-D, si vous le prenez à l'envers, ça fait Disney. Voilà, petit clin d'œil. Si vous y pensez, allez regarder, allez vérifier ce que je dis. Mais ça fait bel et bien Disney, c'est un petit clin d'œil en fait à leur patron Walt Disney. Après on a le sacre du printemps, qui est magnifique. C'est une scène qui vous met mal à l'aise pour ces pauvres bestioles. On ne peut rien faire, on voit leur extinction sous nos yeux, on est impuissant. Il y a une scène magnifique, donc c'est la bataille entre le stégosaure et notre ami le T-Rex. Donc le Tyrannosaurus Rex. Et il faut remarquer les yeux rouges de notre T-Rex, qui sont récurrents dans Disney en fait. Tout simplement, dès qu'ils vont représenter un animal méchant, ils vont lui mettre ses yeux rouges de la même couleur. On les retrouve dans Fantasia 2000 par exemple. Au moment, il y a le petit soldat unijambiste qui va chercher dans les égouts une chaussure et qui se retrouve face à une armée de rats qui ont ces mêmes yeux rouges de la même couleur. On le retrouve aussi dans Roxy Rookie par exemple, dans l'ours, qui a les mêmes yeux, c'est la même manière de filmer en fait, même position de la caméra. Bref, je ne vais pas vous citer tous les films de Disney où on voit un animal avec les yeux rouges, mais c'est récurrent en fait, et c'est à partir de là que c'est la première fois qu'on voit apparaître en fait la notion de méchanceté en fait qui se traduit par les yeux du méchant. Et voilà, donc l'animal il ne peut pas parler, il n'a pas trop d'expression sur le visage, alors du coup lui met les yeux rouges. Et on est outré, voilà, ils meurent tous. Le T-Rex meurt, on ne peut rien faire, on est derrière notre écran, la musique est horrible et on est totalement impuissant, donc cette scène est vraiment magnifique. Et ça rattrape un petit peu la lenteur en fait qu'il peut avoir dans ce film, sont rattrapés par des séquences plus rapides ou vraiment plus émotionnelles. Après, on va sur la symphonie pastorale. Alors là, mais que dire? Mais que dire les amis? Cette scène est magnifique parce que c'est une reprise de la mythologie. Je vous l'ai dit dans les commentaires, à certaines personnes, je suis un fan de mythologie, donc je ne peux que être fanat de cette scène, forcément. Donc, il faut savoir que cette scène, c'est celle qui a fait le plus de polémique, enfin cette séquence, c'est celle qui a fait le plus de polémique. Alors pourquoi, vous allez me dire? Eh bien tout simplement parce que on représente des noirs dans cette scène.
tout simplement. Dit comme ça, c'est horrible. Mais on va y revenir à 5 petites secondes. Voilà, je ne suis pas du tout raciste, vous allez comprendre. 16 secondes, on va y revenir. Cette scène a fait un clin d'œil, encore une fois, à Pinocchio. Puisqu'on voit Jacques Nuss, la licorne, qui est... Je suis désolé, ben ils ont pris un âne qui avait d'un Pinocchio, ils lui ont mis une corne. Et ça a fait une licorne. Voilà, donc ils ont repris exactement les décès des enfants ânes d'un Pinocchio. Et ça rend plutôt pas mal. Donc cette scène est vraiment agréable. Rien de particulier. C'est on souffle en fait. Voilà, on vient de voir l'agonie des dinosaures. Et là maintenant on souffle. Voilà, les dieux grecs, ils sont tranquilles chez eux. Ça nous fait respirer un petit peu en fait. Avant, là, c'est 2 scènes qui arrivent qui sont assez lourdes. C'est un petit moment de fraîcheur. Il n'y a rien à dire. Elle a aussi fait polémique pour une autre chose. Parce que les centaurettes n'avaient pas de soutien-gorge. Et que c'était pas bien de montrer des seins. Donc c'était même pas des tétés en fait, puisque comme on peut le voir sur les centaures, dans les images originelles, ils n'ont pas de tétons, tout simplement. C'était juste la forme des seins qui était représentée. Et c'était outrant. Bon, du coup, ils leur ont fait un petit soutien-gorge en fleurs qui est plutôt agréable, voilà. Un petit détail, rien de particulier. C'est pas pour ça qu'elle a fait le plus polémique. Donc il faut savoir que cette scène, ça illustre le sac du prétend tout simplement de Igor Stravinsky. Faut qu'ils arrêtent avec les noms de Russes. Et voilà, c'est des scènes qui montrent la naissance de la Terre, de la vie. Après avoir vu le combat des dinosaures et leur disparition, avant de voir l'horreur qu'on peut avoir sur le Mont Chauve qui va arriver dans 2 séquences, on a une petite scène agréable, voilà, sur les dieux qui sont tranquilles sur leurs nuages. C'est plutôt mignon, voilà, une scène de fraîcheur, tout simplement. Et pourquoi elle a fait polémique avec les Noirs? Parce que tout simplement, il y a plusieurs scènes qui ont dû être coupées. On voyait le petit Pégase noir, qui faisait partie d'une fratrie de 5 Pégases, qui lustrait les sabots de ses compagnons. On voyait une petite centaurette noire, qui lustrait elle aussi les sabots d'une centaurette blanche. Et en fait, ça a crié au scandale, crié au racisme. Et du coup, en fait, ces scènes ont quasiment été coupées. Et du coup, les personnages noirs de ce film sont très peu présents. Les centaurettes à forme de tigre, on les voit à peine. La centaure qui devait illustrer les sabots, on la voit elle aussi très peu. Du coup, sa scène a été nettement raccourcie. Et le petit centaure noir, on lui a levé toute une scène où il devait illustrer les sabots de ses frères. Personnellement, donc vous allez me dire ce que vous en pensez, personnellement je pense que ce n'était pas du tout raciste. Ouais. Pourquoi tout simplement parce que c'est des Pégases, ce sont des animaux, donc qu'ils soient noirs et que les autres soient clairs, il y en a un qui est rose, l'autre qui est bleu, l'autre qui est orange, l'autre qui est jaune, je ne vois pas où c'est qu'on peut voir du racisme, c'est pas comme s'il y avait un blanc et un noir. Pour la scène du Pégase, je trouve très dommage. Pour la scène des centaurettes à corps de zèbre, c'est pareil, je trouve ça très dommage parce qu'en fait on les représentait à côté du dieu Bacchus ou Dionysos, parce que cette scène en fait représente les dieux côté romain, puisqu'il y a Jupiter, Bacchus, et en fait côté grec ça serait Zeus tout simplement et Dionysos. Et en fait on les représentait à côté de lui, en train de le porter, et ça on la voit la scène, et en train de lui servir à boire en fait, et ça faisait trop passer aux esclaves, et je trouve ça très très dommage en fait parce que je ne le vois pas comme ça tout simplement. Voilà, si on suit le mythe, je vais pas m'étendre sur le sujet, mais c'est là je pense que les gens ont un petit peu extrapolé. Pour la scène du petit centaure noir qui illustre et habille la centaurette blanche, cette scène était un peu plus particulière. Vous allez me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Celle-là je la trouve un peu plus biais à la polémique que les deux autres. Les deux autres je trouve que c'est tout simplement l'idiotie humaine. Voilà. C'était un petit point. Nous avons après la scène la plus burlesque. On en a une aussi dans Fantasia 2000, mais je pense qu'il n'y a rien de mieux au niveau du burlesque que cette scène. Et que ça soit au niveau du burlesque, ou même au niveau du sexuel. Oui. Cette scène transcrit un aspect sexuel assez important. On les voit, les crocodiles, ils sont là, en fait, et ils ont un besoin auprès des hippopotames, des éléphants ou des autruches assez important, et
et c'est à mourir de rire. Donc ça illustre bien sûr la danse des heures, ballet tiré de l'opéra de La Riocanda d'Amilcare Ponchioli, ça c'est italiano. Donc c'est un ballet qui est dansé par les hippopotames, les éléphants et les autruches, et par la représentation masculine des crocodiles. Il y en a beaucoup qui disent que cette scène est longue, et non, pas du tout, moi je la trouve super agréable, c'est très burlesque et c'est très amusant. Il faut savoir que des vrais danseurs ont été pris pour cette scène, donc j'espère qu'on leur a pas dit aux jeunes filles qui ont dansé qu'elle allait être représentée en hippopotame, sinon je pense qu'elles auraient pas plu. Mais ça les montre d'une grâce, mais c'est magnifique. Ça se demandait comment ils ont pu faire danser des hippopotames de manière aussi gracieuse. Je pense que c'était possible, je sais pas comment ils ont pu faire ça avec des hippopotames et des éléphants. Et on dirait vraiment des vraies personnes qui dansent. Le travail qui a été fait est splendide. Dites-moi ce que vous en pensez, encore une fois dans les commentaires, j'adore vous répondre, vous le savez. Et franchement, moi je suis impressionné par quand il y a du travail qui est réalisé comme ça, qui arrive à faire passer des sensations inimaginables en fait, à travers des trucs aussi particuliers que ces séquences-là. Pour finir, on a une dernière séquence, ou deux dernières séquences, vous voyez ça comme vous voulez, qui sont Une nuit sur le Mont Chauve et Ave Maria. Certains disent que c'est la même séquence, d'autres disent que ce sont deux séquences différentes. Moi, pour moi, c'est deux séquences différentes qui s'opposent. Donc en fait, elles sont liées quand même, même si elles sont différentes. Donc, La nuit sur le Mont Chauve, c'est de Modeste Moussorgsky à la base. Et ça met en scène des fantômes et Chernobog. Alors beaucoup vont dire que Chernobog c'est le diable, et ben pas du tout. Chernobog c'est tout simplement une représentation maléfique, mais ce n'est pas le diable. Ça représente dans la mythologie slave. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est la mythologie slave, c'est à peu près à l'époque des... Non même pas avant, donc c'était à l'époque des Celtes. C'est tous les peuples en fait qui étaient compris entre la France actuelle et la Russie. Voilà, ça allait jusqu'à une petite partie de la Russie, mais voilà, en gros, tout ça c'était slave. Et après, la Russie c'est plus scandinave en fait, c'était encore différent par rapport aux slaves. Et que dire de cette scène? Eh ben, qu'elle fait vachement flipper. Elle est très impressionnante de réalisation, que ce soit au niveau des fantômes qui bougent et de manière impressionnante. Ah, ça ne veut rien dire, mais c'est très impressionnant comment ils bougent. Il y a Chernobog qui accueille des sorcières, hein, qui accueille des revenants, et il réalise une cérémonie en fait pour le sabbat. Donc, je sais pas si vous voyez ce que c'est le sabbat des sorcières, mais je vais pas m'étendre sur le sujet. Si vous voyez pas ce que c'est, dites-le moi dans les commentaires. Je vous expliquerai avec plaisir ce que c'est le sabbat des sorcières. Et en fait, ça reprend l'idée de la nuit de Walpurgi. Donc en fait, c'est dans la mythologie accorslave. Et donc notre cher Chernobog est super effrayant. En haut de sa colline, là, il est énorme, immense. Et je pense que cette scène est étouffante, la musique est écrasante et il n'y a personne qui a pu la regarder en étant totalement bien et serein dans ses baskets. Et après, ce Disney finit très mal. Parce qu'il finit avec ça. La scène à elle-même n'est pas mauvaise. Et en fait, ça se met en opposition avec ce qu'on vient de voir. Donc, la nuit sur le Mont Chauve qui était très étouffante. Et on a une scène très neutre. Donc, c'est une scène complètement catholique. C'est Ave Maria de Franz Schubert. Et ça balaye toute la scène de la nuit sur le Mont Chauve, je trouve. Enfin, dites-moi ce que vous en pensez. Moi, je trouve ça très dommage. Je trouve que ça gâche tout ce qu'on vient de voir sur la nuit sur le Mont Chauve et moi, j'ai été déçu en fait par cette scène. La musique est longue, c'est lent. On voit une longue cérémonie très lente qui va vers une cathédrale d'arbres. On peut le voir là. La scène est jolie visuellement, mais en fait, elle avait pas à être là, quoi. Franchement, bah, on est étouffé par le Mont Chauve et au lieu de finir par un truc jouissif ou un truc rapide, un truc dansant, on finit par une représentation du catholicisme, par
par un défilé, une procession biblique. Et c'est très long, c'est très lent et du coup ça finit un petit peu sur le... On reste sur notre fin en fait, la fin est très dommage. Mais heureusement Fantasia 2000 va finir avec une fin beaucoup plus énergique et va rattraper un petit peu son prédécesseur. Tiens d'ailleurs, on va passer sur les analyses de Fantasia 2000. Et oui, quand même il faut bien y passer au bout d'un moment. Et on commence avec une scène magnifique. C'est la 5e symphonie de Beethoven, tout simplement. Et ils ont fait un truc énorme parce qu'ils voulaient représenter en fait le combat du bien et du mal. Et ils ont fait ça de manière magnifique. Donc en fait cette séquence, ça joue peut-être la partition la plus connue au monde en fait au niveau de la musique classique. La 5e symphonie de Beethoven, je pense que c'est celle que tout le monde connaît. Et en fait c'est vraiment l'allégorie qu'il y a du combat en fait du mal qui est représenté par des espèces de formes triangulaires qui ressemblent un petit peu à des chauves-souris et du bien qui est aussi des formes triangulaires mais qui représente des papillons. C'est magnifique visuellement. Alors on a une musique qu'on connaît, une musique belle, une musique ressortie mais de manière magnifique avec un visuel époustouflant. Franchement c'est très très agréable. Après on a le Paix de Rome. Là on se demande qu'est-ce qu'ils ont fumé avant de faire ce film. Parce qu'ils font tout simplement, ils représentent des baleines qui volent. Donc au début on voit la séquence, comme tout le monde, je pense que vous avez dû être plus ou moins choqué en voyant les baleines qui sortent de l'eau, qui s'envolent. Et finalement, cette séquence donc, qui reprend une musique d'Ottorino Respighi est très très agréable. Ce style, c'est un style typique surréaliste, voilà. Tout simplement, mais visuellement c'est magnifique. Au début on ne comprend pas ce qui se passe tout simplement, c'est pour ça que je dis qu'on se demande qu'est-ce qu'ils ont fumé, on comprend pas, même niveau esthétique ce n'est pas si agréable que ça. Et en fait plus ça vole, plus ça devient magnifique. Il n'y a pas d'autre mot, on est appelé dans le surréalisme, appelé dans ce qu'on peut faire, ce vol de baleine est majestueux. Et ce paradoxe entre la légèreté de ces monstres, c'est époustouflant. J'en perds mon latin. Enfin, dites-moi ce que vous en pensez. C'est très compliqué pour moi de critiquer un film comme ça parce que c'est beaucoup sur l'artistique, donc cette critique risque d'être un petit peu plus longue que les autres. Et je vais pas critiquer vraiment les scènes pour dire qu'est-ce qu'ils ont voulu faire passer et tout ça, parce que là en fait c'est vraiment de l'artistique. Il faut que j'arrive à vous montrer un petit peu, et là c'est vraiment du surréalisme. Donc je vais pas vous donner la définition, je vais vous le dire dans les commentaires, je peux pas non plus rester des heures. Et j'aurais bien aimé, et franchement, je pense que ce Disney est un des plus intéressants qu'on peut avoir. Et pourtant, Dieu sait que dans mon cœur, il est loin d'être le préféré, comme beaucoup de gens, parce qu'il est incompris. Mais si on le voit comme une œuvre d'art, je pense que c'est le meilleur des Disney. Comme une œuvre d'art. Après, c'est pas un Disney qu'on a envie de voir 10 fois. Je me suis regardé les deux récemment, l'un après l'autre, plusieurs fois. Et je vous dis que 3 heures, c'est quand même relativement long. Après, on a une scène plus burlesque, qui bouge un petit peu, voilà. Et c'est Rhapsody in Blue de George Gershwin. Et c'est la 3e séquence, elle est annoncée par Quincy Jones. Alors, je sais pas si vous voyez, c'est une personnalité de l'époque. Oui, parce qu'il faut savoir que, je sais pas si je l'ai dit, mais autant le premier était annoncé par une voix off universelle, qui n'était pas la VO, parce que la VO c'était l'orchestre. Et là c'était une voix, dans la VF c'était une voix off universelle. Là ce sont des célébrités et je trouve ça honteux. Et du coup je trouve que ça casse en fait la rythmique des séances et ce qu'on a reproché au film. Et je pense que s'ils auraient pris les 20 minutes à peu près qu'il doit avoir de présentation, 20 minutes complètes hein, bien sûr, puisque le film dure 1h20 je pense, et qu'ils auraient remplacé par des scènes, on ne l'aurait pas reproché d'être trop court. Et ce film aurait été un succès beaucoup plus important. Donc cette séquence plonge le spectateur au cœur de Manhattan, dans la pleine grande époque du jazz, où les décès de différentes personnes s'entrecroisent. Les destins de différentes personnes s'entrecroisent. Oui, j'ai bugué, j'ai dit destin au mieux. Bref. Et tout simplement, donc il y a un maçon qui rêve d'être jazzman.
Un chômeur, je pense que c'est le personnage qu'on doit le plus s'attacher dans le film. On a envie de l'aider, on le voit. Je pense que le mec il va se suicider 10 minutes après le film. Et du coup, on a envie de l'aider du mieux qu'on peut. Il est complètement déprimé, démoralisé. Euh, de, d'une femme qui martyrise complètement son mari. Et d'une petite fille qui est malmenée par sa nounou. Voilà, c'est des personnages complètement opposés. Et leur destin s'entrecroise, mais ils s'en rendent même pas compte. Et du coup, c'est très très intéressant d'analyser cette scène. Et ça donne une scène vraiment rythmée, très caricaturale, puisque c'est tiré de caricature. Enfin, c'est inspiré de caricatures allemandes. De caricatures anglaises, excusez-moi. Non, même pas. De caricatures américaines. Oui, oui, je crois que c'est ça. Oui, c'est un dessinateur américain. C'est ça, excusez-moi du petit bug, j'ai eu un doute. Après cette scène, on a Concerto pour piano numéro 2, opus 102, qui est pour moi vraiment une des scènes les mieux du film. Alors pourquoi vous allez me dire? Tout simplement parce que, roulement de tambour, c'est une scène qui a été faite par ordinateur. Oui, elle a été faite par ordinateur. Donc je m'explique, je vous avais dit au début de la chronique que le but, un des buts de Disney, c'était de faire des chroniques. De faire un des buts de Disney, excusez-moi, c'était de faire de Fantasia film où chaque séquence en fait représenterait des moments en fait des années qui s'étaient passées et de faire ce film en évolutif. Et son neveu qui a fait Fantasia 2000 a très bien compris le principe et a mis une scène entièrement faite en informatique pour montrer un petit peu l'évolution en fait et l'importance que prenait l'informatique à l'époque dans tout ce qui était animation. Et d'ailleurs, il y avait un gros débat à l'époque entre animation par marionnette, à l'ancienne méthode, on va dire, et animation par informatique. Et Disney a réussi à prendre le coche de faire ce mélange. Et je trouve ça très plaisant. Donc, la quatrième séquence met à l'honneur le conte de Hans Christian Andersen, le petit soldat de plomb, où un fantassin unijabiste tente de récupérer la ballerine d'une belle demoiselle des griffes de Jack in the Box, voilà, qu'on peut voir là, qui est un clown dans la boîte. Et moi personnellement, les clowns dans les boîtes, ça m'a toujours fait stresser. Non, je sais pas vous, mais après avoir vu cette scène, ça ne s'est pas amélioré mon problème. La scène est plutôt plaisante. Elle est un peu choquante visuellement parce qu'elle est moins elle est pas moins jolie, elle est totalement différente des autres scènes en fait. Et du coup, elle est moins agréable à regarder parce qu'elle est moins impressionnante et fluide que les autres scènes parce que c'est une scène faite en informatique et que c'était les tout débuts de l'informatique. Après, on a le carnaval des animaux. Là, c'est une scène totalement burlesque. Je pense qu'ils ont voulu faire un petit clin d'œil donc à la danse des heures. Voilà, pareil, mettant cette fois des animaux qui sont bien faits pour la danse, mais avec un yo-yo et que ça fout tout le bordel de la chorégraphie. Mais la scène est burlesque, mais rien de particulièrement intéressant. Donc ça reprend la musique de Camille Saenz. Ouais, c'est une séquence totalement loufoque et par contre très très belle visuellement parce que c'est de grosses couleurs. On est passé de la séquence informatique qui était voilà, c'était des couleurs informatiques, c'est un peu con dit comme ça. Mais vous savez, c'est des couleurs, il n'y a pas trop de nuances en fait. Et là par contre on retombe sur de grosses nuances de couleurs, ça pète de partout. C'est assez agréable, ça pose une question existentielle, je pense que tout le monde doit comprendre et que tout le monde doit se poser un jour. Et moi je me la pose tous les soirs, vous voyez par exemple, que se passe-t-il quand on donne un yo-yo à un groupe de flamants roses? Non bien sûr c'est une blague, mais, mais voilà, la scène est burlesque et agréable en soi. Après on a une reprise de l'apprenti sorcier. Donc je pense que je viens de tout dire en fait pour la première dans Fantasia 1. C'est une reprise, voilà. C'est pas une répétition au trait pour trait, mais c'est une reprise qui a pas vraiment changé. On a une scène après que je trouve magnifique. Franchement, je pense que dans le 2, même, non, même dans
dans les deux films réunis, c'est l'une de mes trois séquences préférées. C'est Pumps Circumstance de Sir Edward Elgar. Et cette scène tire sur l'émotion, mais c'est impressionnant. Déjà, il y a énormément d'animaux qui vont être repris dans les films ou qui ont été repris. On dirait un petit peu des copier-coller. On revoit notre Donald National qui revient. Tout simplement parce que eh ben, ça faisait un moment qu'on ne l'avait pas vu. On voit Mickey et Donald dans le même film, c'est agréable. Et euh, il y a Daisy, il y a sa femme. Et c'est très très émouvant. Au moment où il croit la perdre, il la retrouve et il voit son collier en fait par terre. Il va pour le ramasser et elle aussi elle le ramasse en même temps. Ça va être très cliché comme scène bien sûr, mais c'est très 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 romantisme. La musique et tout, ça touche profondément. Et je pense que même plusieurs d'entre vous ont dû verser peut-être une petite larme devant cette scène qui est vraiment très très agréable. D'ailleurs, il y a cette image, ce petit moment de scène qui est magnifique et il s'en va, enfin, quand le déluge est fini, qu'il y a le soleil qui ressort derrière les nuages. Et regardez attentivement cette image. Vous ne voyez rien de particulier? Vous êtes sûr, vous voyez rien de particulier? Non, allez, je suis sûr que vous l'avez trouvé. Bon, au cas où vous ne l'ayez pas trouvé, je vais quand même vous le montrer. Vous voyez toujours rien de particulier? Il y a notre cher Mickey qui a dû se dire j'en ai marre d'être un parti sorcier et qui a été voir Noé pour monter sur son bateau. Voilà, non, il y a un petit clin d'œil, vous savez bien qu'il y a des petits Mickey cachés ou des petits personnages qui ressortent d'un certain film. Ben, celui-là, je trouve qu'il est très bien fait parce qu'on ne le voit pas tant que ça, il n'est pas flagrant. Et c'est très mignon parce qu'il se donne la main, voilà, c'est très agréable. Et on a la dernière séquence de tous les Fantasia, puisqu'il n'y en a plus à partir de maintenant, c'est l'oiseau de feu. Et c'est la 8e et dernière séquence, tout simplement. C'est une reprise d'Igor Stravinsky. Alors si ça vous dit quelque chose, c'est tout simplement parce qu'il avait déjà fait une des séquences dans le premier opus. Il y avait déjà une des séquences qui était une reprise de sa musique. Et ça offre un final dramatique. Époustouflant, donc on voit une elfe, la mère nature, vous voyez ça comme vous voulez, et un élan. Donc là on a une double symbolique, sachant que l'élan ou le cerf, voilà, vous voyez ça comme vous voulez, c'est dans la mythologie slave la représentation d'une nature pure. On le retrouve dans plein de films, je vais pas vous les citer encore une fois, mais dans la Princesse Mononoke, on a le cerf qui est le dieu de la nature, donc après il se transforme à un énorme truc, mais à la base c'est quand même un cerf. Ça le retrouve dans je sais pas moi, dans Blanche-Neige et le chasseur, on a le cerf blanc. Enfin, je vais pas vous citer tous les films où ça ressort, mais le cerf blanc ressort énormément. En fait, c'est le symbole de la nature pure, de la nature forte, dans la mythologie slave. Donc ça renvoie un petit peu à notre cher Nobog national de Fantasia premier du nom. Donc en fait, on a une double représentation du coup de la nature pure, de la nature puissante, qui va faire revivre en fait la nature. Voilà, l'élan et cette elfe vont faire revivre la nature. Et il y a bien sûr un cataclysme qui arrive, un oiseau de feu, un énorme phénix, vous appelez ça comme vous voulez, qui va arriver et va massacrer le travail de ces deux êtres. Il n'y a pas d'autre mot. Il va tout réduire à cendres. Et on va avoir un combat épique entre la nature en fait et la destruction. Voilà, une opposition magnifique et ça traduit énormément bien le cycle de la vie. Je pense que c'est une des séquences la plus belle qu'on peut avoir dans les deux Fantasia réunis. Et honnêtement, je pense que tous ceux qui ont vu cette séquence ont été impressionnés par le travail que Disney a pu faire, notamment sur le phénix, sur les flammes qui sont magnifiquement faites, sur le combat entre la nature qui a une espèce de... l'elfe, elle a une espèce de cape naturelle qui pend derrière elle, c'est magnifique. Je pense qu'il n'y a rien d'autre à dire. Mon avis, alors déjà je voudrais m'excuser si cette critique a été un petit peu longue, veuillez m'en excuser mais c'était mon premier Disney musical. J'ai fait de mon mieux, je ne suis pas fan de musique, encore moins de fan de musique classique. J'ai fait de mon mieux. Et maintenant je vais vous donner mon dernier avis. Pour moi, il y a
trois séquences qui sortent du lot. Il y a Chernabog, enfin la séquence avec Chernabog, qui est Une nuit sur le mont Chauve, qui est impressionnante au niveau de sa réalisation, surtout pour l'époque, et de la peur qu'elle inspire. Après, je dis pas que les autres sont pas bien, la symphonie pastorale est magnifique au niveau de la reprise mythologique, la danse des heures est très agréable au niveau de son côté burlesque, l'apprenti sorcier, le petit clin d'œil à Walt Disney est très agréable, enfin, toutes les séquences sont bien. Il y en a une qui sort du lot, c'est La nuit sur le mont Chauve. Il y en a une qui ne sert à rien, c'est Ave Maria. Ce n'est que mon avis, donnez le vote dans les commentaires, je suis très heureux de voir des avis construits et que je peux en fait discuter avec vous tout simplement. Vous savez que je suis fan de débat et du coup pouvoir discuter un petit peu avec vous, c'est vraiment très très agréable. Après il y a Pomptel Circus Marche numéro 1, 2, 3 et 4 qui est, je vous l'ai dit, porté énormément sur l'émotion et c'est énormément agréable, très touchant. Et franchement, moi j'ai versé des petites larmes en regardant ce film, tout simplement. Et L'Oiseau de Feu, qui est spectaculaire au niveau de sa réalisation. Tout à l'heure, je vous ai dit que c'était dommage que le E finisse sur une scène très lente, peu inutile, qui effaçait complètement en fait le ressenti, le bon ressenti qu'on avait eu de La nuit sur le mont Chauve. Et là, en fait, Fantasia 2000, ils ont bien compris qu'il fallait pas qu'ils refassent la même erreur. Et là, ils ont fait une scène avec du peps, de la puissance, et visuellement, elle est magnifique. Et pour moi, ce qui n'a pas marché tout simplement, c'est que dans le 1, il est sorti au mauvais moment. Là, les gens n'étaient préoccupés par autre chose, ils n'ont pas pu admirer en fait le côté artistique de cette œuvre, ni le travail que Disney a voulu faire, parce que ce que j'ai dit, les deux buts de cette œuvre étaient magistrales. Et ce qui n'a pas marché pour Fantasia 2000, c'est tout simplement que eh ben, ils auraient pas dû faire parler les gens entre les scènes. Ça fait que les scènes, elles ont été raccourcies, ça fait que le film, il traîne à longueur, ça fait que les gens coupent, en fait, les trucs avec les différentes scènes. Ils auraient dû faire une présentation neutre et rapide, comme dans le 1 des scènes. Donc, ce qui manquait dans le 1, en fait, c'était tout simplement qu'il est sorti à une mauvaise époque. C'était pas de chance pour lui. Ce n'est pas le premier Disney que ça arrive. Et il y en a d'autres, notamment, je peux penser à Atlantide, qui est sorti en même temps que Shrek, et du coup, il a fait un flop. Et pourtant, Dieu sait que c'est un bon film. Et du coup, voilà, côté... Je n'aime pas le film à lui-même, mais j'adore l'artistique de ce film. J'adore en fait l'œuvre d'art que c'est. Et c'est pour ça que il est quand même très important que tout le monde le voie et que tout le monde l'apprécie, mais il faut le regarder en tant qu'œuvre d'art, comme quand on va voir un concert, quand on va voir visiter un musée. C'est exactement dans la même mentalité qu'il faut voir ce film, et non pas dans la mentalité qu'on va voir à Disney, de se passer un beau moment où on va nous rappeler la notion d'amour. Même si Disney ne se démord pas à la règle, puisque avec Pomp et Circumstance, on nous apporte cette notion d'amour. Ben écoutez, je pense que j'ai fait le tour. Donc ma critique est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Je suis encore désolé que ce soit long, mais c'était deux films. Voilà, ça va être assez rare parce que c'était deux films musicaux où il y avait beaucoup de choses à dire. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de ce film. Si ma critique vous avez trouvé bien. J'ai vraiment essayé de faire mon mieux au niveau des noms parce qu'il y avait beaucoup de gens. D'ailleurs, je vais faire un clin d'œil à une personne, une abonnée qui va se reconnaître. Je vais pas citer son nom. Elle va se reconnaître très bien, qui m'a dit qu'elle était fanat de ce film. Elle m'a envoyé énormément de références. Et elle m'a fait très bien comprendre que si je voulais pas me faire casser la gueule, j'avais intérêt à le dire. Donc voilà, c'est dit, j'ai pensé à toi tout le long de cette chronique. Et voilà, je pense que j'ai fait le tour. Donc je vais vous dire à la prochaine pour de prochaines critiques sur les fameux Disney. Ciao tout le monde, bonne soirée. Bonne fête de journée, bonne nuit, enfin, ça dépend quand c'est que vous regarderez cette chronique. Allez, salut!